Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Donc, on va commencer par peut-être un petit tour de table de présentation. Enchanté, moi je suis Emmanuel Lemblay, donc je suis investisseur chez BPI France. J'ai le plaisir de mener le fonds Pilote International, qui est un fonds tout nouveau chez BPI, qui a vocation à investir avec les entreprises françaises directement à l'étranger. Donc on est la seule structure de BPI France à investir à l'étranger. On le fait pourquoi? On le fait parce qu'on a fait le constat que les entreprises familiales, quand elles ont des projets de croissance externe ou des projets d'implantation industrielle, ont souvent effectivement des réticences à faire le pas parce que ça veut souvent dire ouvrir son capital. Or, elles y sont souvent réticentes. Donc, on a fait un pas de côté et on investit donc, à leur côté, donc sans les diluer directement à l'étranger. Donc, je dirais à l'occasion de sujets d'acquisition, principalement. Voilà la raison de notre fonds. Bonjour à tous. Donc, Alexandre Kaplan, je suis le directeur M&A de Altio, donc je gère toutes les opérations de croissance externe au niveau du groupe. Donc voilà, on va vous présenter aujourd'hui un atelier autour de pourquoi et comment réaliser au mieux sa meilleure croissance externe à l'étranger. Et puis, troisième intervenant, Bernard, je te laisse te présenter. Bonjour, Bernard Stézé. Donc, je vais vous faire la partie juridique sur les acquisitions à l'étranger. Donc, je suis associé du cabinet DS Avocats. Voilà, je suis passé 4 ans au Japon, j'y vais 2-3 fois par an à titre professionnel tous les ans, mais je travaille aussi sur la Chine, j'ai fait des dossiers sur la Russie et sur le Brésil. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à me les poser, soit électroniquement, soit directement. Merci. Emmanuel, on te laisse peut-être commencer. Oui, bonjour. Donc, alors, notre sujet du jour, c'est la croissance externe à l'étranger, à l'international. Donc, on peut déjà se poser la question de savoir s'il faut en faire la croissance externe et à l'international. Donc, pour les entreprises qui nous écoutent, pour les clients effectivement, les conseils qui sont autour de nous aujourd'hui, on peut dire qu'il faut le faire. Donc, bon, chez BPI France, vous connaissez notre optimisme, mais on est résolument voilà, là, je vous encourage à le faire pour plusieurs raisons. L'international, déjà, c'est devenu un impératif. Quand on représente 1% de la population mondiale et 3% du PIB dans le monde, il est urgent d'investir en ailleurs, comme on dit chez nous. Deuxièmement, la croissance externe. Alors, il y a toujours deux voies, la croissance organique, la croissance externe. Nous, on vous encourage à faire de la croissance externe parce que, en fait, ça a beaucoup de vertus. Déjà, c'est acquérir une taille plus significative plus vite. On sait que le risque des entreprises en fait décroît en fait avec la taille. Le risque des entreprises décroît aussi avec l'exposition à l'international. Donc, il y a vraiment une vertu de solidification à aller à l'étranger. Et on a des statistiques qui nous disent que les entreprises qui ont engagé des marches pour se développer à l'étranger font de la croissance, voilà, une croissance beaucoup plus importante dans les 2 ans qui suivent cet investissement que les autres. Voilà. Donc la première vertu, c'est voilà, la taille, la solidification. Ensuite, une fois qu'on gagne du temps, comme je le disais, la croissance organique, effectivement, prend du temps. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se jeter tout de suite dans, je dirais, dans un projet de croissance externe. On y reviendra un peu plus tard pour connaître d'abord ses vertus et ensuite voir comment on la gère. Mais la croissance externe, ça fait gagner du temps et ça offre quoi? Les vertus. C'est souvent les clients, effectivement, les entreprises demandent aux entreprises de s'internationaliser pour les accompagner à l'étranger, tout simplement. Elles demandent aussi aux entreprises de grandir pour continuer à capitaliser, continuer à travailler pour elles. Voilà. Donc, c'est une paire de coups, c'est conserver ses clients et les accompagner dans leur projet de croissance. Donc ça, c'est une première voie d'entrée. Après, c'est une voie aussi qui peut être naturellement concurrente. Donc, aller à l'étranger, c'est aussi gagner naturellement des nouveaux clients, pénétrer des nouveaux marchés. C'est donc créer beaucoup de valeur ajoutée.
Au total, donc quand on conjugue la croissance à l'international, finalement, on crée du goodwill sur deux choses fondamentales de l'entreprise où on trouve, c'est BPI France, c'est pour ça qu'on nous encourage aussi à le faire. C'est déjà au niveau du capital humain pour les sociétés. Hein, aller à l'étranger, c'est découvrir, c'est acquérir, entre guillemets, aussi de nouveaux talents dans l'entreprise. C'est aussi fidéliser des gens dans les entreprises, parce que des entreprises qui ont des stratégies internationales avec des projets long terme diversifiés un peu plus qu'au-delà de nos frontières, ça attire plus les jeunes talents, ça permet de les fidéliser, de leur offrir des perspectives. Donc du point de vue capital humain, ça c'est extrêmement important. Finalement, nous, on voit que c'est une des ressources les plus rares de l'entreprise et une des vertus les plus importantes effectivement d'une croissance externe. Donc une fois qu'on a fidélisé et effectivement recruté des talents, il y a aussi une vertu, c'est l'innovation. L'innovation, rien que de se mettre dans un projet d'acquisition, de développement à l'étranger, ça a beaucoup de vertus parce que rien que le chef d'entreprise en fait retrouve son attitude de conquérant, son attitude de développeur. Donc ça c'est aussi une chose qu'on remarque. Aller à l'étranger aussi, c'est se donner les moyens parce qu'on est plus gros. Parce qu'on découvre de nouveaux marchés, aussi d'innover, purement et simplement, d'acquérir effectivement des brevets, des savoir-faire qu'on ne connaissait pas quand on était existant. Donc voilà pour les vertus. Donc naturellement, pas forcément pour tempérer les ardeurs de la croissance externe, mais on peut se pencher en dernier lieu sur les précautions qu'il faut prendre pour y arriver. Donc, il y a une statistique qui parle d'elle-même, c'est que, alors, une fois sur deux, un projet de croissance externe serait un échec. Donc, alors, vous savez, chez BPI, on aime bien voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, si on veut le voir à moitié plein, on vous recommande en fait de suivre une bonne recette en fait du groupe qu'on a accompagné et qui ont parcouru ce chemin. Vraiment, très rapidement, en quelques points, je pense que la première chose importante à avoir en tête, c'est qu'il faut être calé du point de vue de sa stratégie. Une stratégie à l'international, ça ne s'improvise pas, il faut réfléchir, il faut se projeter, il faut que le projet d'entreprise soit écrit, soit posé sur la table. Ensuite, il faut qu'il soit incarné par l'équipe de direction. Il faut que les gens, toute l'équipe effectivement de direction d'entreprise soit mobilisée pour emmener tout le monde sur le projet. C'est pas juste une affaire, c'est pas juste une opération, c'est vraiment une acquisition ou une stratégie d'acquisition, c'est vraiment un projet d'entreprise. Ça doit être parfaitement pensé dès le début. Les entreprises qui réussissent ont aussi, c'est le deuxième point, plus de la chasse que de la pêche. Alors, vous avez l'image du pêcheur, effectivement, qui attend l'acquisition avec le bout de sa ligne. Pourquoi l'image est assez bonne, c'est que en fait, quand on fait de la pêche, en fait, on trouve le poisson effectivement qui se présente. Quand on fait de la chasse, on trouve le poisson qu'on cherche. C'est ça qui fait toute la différence. Et je vais prendre l'exemple effectivement d'une société qui m'a autorisé effectivement à citer son nom, qu'on accompagne, qui s'appelle Pilège, qui est dans les probiotiques. C'est une belle entreprise familiale qui fait près de 100 millions de chiffres d'affaires. Et elle se développe en Italie. Elle avait acheté une petite entreprise qui ne fait que quelques millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Et en fait, elle a résolument décidé de faire de la croissance externe. Elle a commencé par regarder les dossiers, elle est venue nous voir, et puis on s'est dit à un moment, la difficulté dans les dossiers qui se présentent, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Et en plus, on perd du temps, ça coûte de l'argent, et on est dans des processus souvent d'enchères qui sont courts, compliqués, on n'arrive pas à connaître les gens, on n'arrive pas à auditer correctement. Donc, on va faire la chasse, c'est-à-dire qu'on va déterminer quelle est la cible et quelles sont les entreprises qu'on a envie d'aller acquérir. Voilà. Donc, faire de la chasse, ça a une vertu, c'est même si la société in fine, que vous verrez, est vendue, est mise sur le marché, qu'il y a une enchère, au moins, vous connaîtrez les gens, vous connaîtrez l'entreprise, vous savez si vous avez envie, vous savez ce qu'il faut regarder, et vous savez surtout, vous serez plus rapide pour aussi faire une belle offre, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est très importante.
Un point aussi qui est notable enfin, il y a deux points qui sont importants aussi pour réussir une acquisition. Finalement, la première, c'est faire preuve de bon sens. Alors, le bon sens, c'est quoi? C'est quand on achète une société, il faut savoir pourquoi elle est à vendre. Donc, le nombre effectivement d'acquisitions qu'on fait, nous, sont avec des entreprises familiales qui achètent d'autres entreprises familiales. Hein. Et il faut comprendre pourquoi une entreprise est à vendre. Si elle est à vendre à 100%, vous pouvez réussir l'acquisition. Par contre, on remarque que c'est toujours plus facile, notamment parce qu'on va acquérir du capital humain, un accès au marché, etc., de s'associer avec les gens capitalistiquement ou de garder les gens effectivement qui sont à la direction des sociétés pour bien réussir, je dirais, l'opération. Parce que trop souvent, en fait, des gens prennent le chèque et ensuite le fonds de commerce, en fait, il disparaît ou il s'amenuise après l'acquisition. Donc, du bon sens, c'est important. Du bon sens aussi, c'est nos collègues, enfin, nos collègues avocats qui vont en parler, c'est faites des due diligence, naturellement. Ne faites pas d'impasse là-dessus. Ça coûte de l'argent. On se dit, bon, je vais prendre un avocat, ça va coûter cher. Je vais prendre un auditeur, ça va coûter cher. En fait, on gagne du temps et de l'argent quand on fait ça. Et puis, je dirais, c'est éprouvé. Il y a trop d'acquisitions qui se passent mal parce qu'on n'a pas bien regardé, parce qu'on a fait confiance. Il faut être intraitable là-dessus. Petite aussi chose que je recommande moi, c'est faire des audits de réputation des gens avec qui vous allez vous associer. Ça a l'air tout bête, mais il faut vous renseigner sur les gens avec qui vous allez travailler dans le futur à l'étranger à fortiori. Il y a des barrières linguistiques, culturelles, qu'il faut qu'on ne sait pas tout de suite. Il faut vous renseigner aussi par ailleurs. Une fois qu'on a fait preuve de bon sens, je dirais il faut faire preuve aussi de séduction. Ça, c'est quelque chose qui est. Il y a beaucoup souvent de pudeur ou de la part des entreprises françaises de dire bon, voilà, moi je suis une entreprise, j'achète une autre entreprise, je n'ai pas forcément envie de me mettre en avant, etc., pour montrer que je suis beau, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'acheter et en même temps d'être vendeur de sa solution parce que les sociétés ne sont pas tout seules à acheter les sociétés aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Des fonds, des sociétés backées par des fonds, des industriels purs, tout le monde a de l'argent, les ressources, l'argent est disponible aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème de prix, il n'y a pas de problème de liquidité, il faut pouvoir se différencier. Ça, c'est extrêmement important aussi. Voilà. Donc, je terminerai sur la dernière phase, une fois qu'on a acquis, intégrer. Ça prend du temps, il faut le prévoir dès l'origine, il faut faire ses 100 jours. Ça prend toujours 3 fois plus de temps selon nos statistiques pour intégrer que ce qu'on avait imaginé. Il faut, même si on peut enchaîner les acquisitions, il faut quand même prendre le temps de digérer. Et aussi, parfois, il faut choisir de plutôt vendre vite ou revendre vite, ou de couper effectivement la branche qu'on a fait pousser par cette occasion, parce que ça ne marche pas. Donc, trop souvent, effectivement, on prend parfois des chemins effectivement, qui ne sont pas bons. Donc, si on a fait toutes ces étapes, en général, en étant bien accompagné et pas seul, donc il y a la croissance externe, voilà, plus d'une fois sur deux, et nos statistiques sont plus élevées. À 80% des cas, c'est une très belle opération. Pour prendre ton analogie sur la chasse, donc Emmanuel vous a expliqué le pourquoi faire de la chasse. Nous, on va peut-être voir avec Bernard, on va vous expliquer le comment faire de la chasse. Donc peut-être rapidement un préambule sur les 4 étapes qui structurent un process de mandat d'achat. Donc la première étape, comme en parlait Emmanuel, c'est l'identification des cibles. Ensuite, une fois qu'on a identifié les cibles les plus pertinentes, qu'on a validées en interne, on va aller les approcher. Donc encore une fois, là, on va vous détailler un petit peu les clés de réussite pour une approche réussie. Et ensuite, il y a bien sûr l'aspect financier, donc valorisation, les réunions avec les cibles, toutes les étapes de négociation. Et bien sûr, ensuite, c'est le rôle de nos amis avocats, bien vérifier la santé de la boîte et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des points d'attention, que ce soit sur le juridique, le social ou le fiscal, qu'il faut bien sûr regarder attentivement. Peut-être donc sur la première étape, quelques anecdotes. Donc, lorsque vous faites votre identification des cibles et votre évaluation, ce qui va être essentiel pour vous, c'est d'être exhaustif sur le marché.
Donc voilà, comme le disait Emmanuel, si vous êtes opportuniste et que c'est uniquement de la pêche, vous risquez de passer à côté de belles pépites. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est toujours bien de se faire accompagner avec un acteur local qui va bien connaître tous les leviers du pays pour trouver les sites, que ce soit des réseaux locaux, des associations et toute l'expérience qu'un conseil peut avoir en local. Ensuite, la durée, il ne faut pas sous-estimer la durée de cette phase-là. Ça peut être assez long, surtout si vous voulez être exhaustif. Donc voilà, ça varie entre 2 et 4 mois selon la taille du marché, le secteur, le pays et aussi la taille des cibles que vous souhaitez acheter. Souvent, les petites cibles sont plus difficiles à trouver. Donc, c'est essentiel de se faire accompagner pour maximiser les chances de trouver vraiment la pépite. Ensuite, l'accès à l'information financière donc, est souvent variable selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, il est très difficile d'avoir de l'information financière parce que les entreprises ne sont pas obligées de publier. Donc, c'est vrai, ça, encore une fois, il y a des leviers que le conseil peut avoir en local pour vous aider. Et c'est la même chose pour l'actionnariat. Donc, ça, il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt à aller acheter des sites qui sont des filiales de gros groupes pour aller gagner des parts de marché, ou alors est-ce que vous avez préféré acheter une équipe de managers qui va rester avec vous suite à l'acquisition, ou alors une société familiale avec toutes les problématiques qu'on connaît. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant sur tous ces points-là qui varient selon les pays. Peut-être juste sur la deuxième étape, donc sur la sélection et l'approche des cibles. Donc ça, encore une fois, c'est en interne, c'est un vrai travail, comme le disait Emmanuel, je rebondis là-dessus, mais il faut vraiment être sûr de sa stratégie pour pouvoir choisir les cibles les plus pertinentes pour vous et ensuite pouvoir les approcher vraiment d'une manière réfléchie parce que selon les pays, il faut soigner son approche. Comme on dit, il faut être assez prudent quand on va approcher un actionnaire majoritaire. Une fois qu'on a trouvé sur la typologie de l'approche, il faut être vigilant. En Allemagne, par exemple, pour citer que cette anecdote, c'est vrai qu'il vaut mieux être assez formel, surtout quand on vient d'un groupe étranger et qu'on n'est pas en allemand. Il vaut mieux avoir une approche un peu plus formelle, donc soit par courrier, par exemple, recommandé, ce genre de choses, alors qu'au UK, où les gens sont un petit peu plus ouverts, on va dire, aux sessions potentielles, on peut approcher, par exemple, sur LinkedIn, d'acheteurs majoritaires, on a vu plusieurs fois, et on a un appel rapidement dans la foulée. Donc selon les pays, il faut avoir les leviers utiles pour maximiser son approche et les chances d'avoir un échange avec la cible. Ensuite, donc après, sur les ratios d'approche, ça varie bien sûr selon les pays, selon le timing, il y a énormément de variables, mais c'est vrai qu'en Allemagne, encore une fois, on peut estimer que sur 10 approches qu'on va faire, on va peut-être avoir 1 ou 2 échanges, alors que ce sera plutôt 3-4 au UK, 3-4 aux États-Unis. Donc, ça vous donne un petit peu une sensibilité sur l'entonnoir à avoir au début de la mission. Il ne faut pas hésiter à sélectionner beaucoup de cibles. Si votre but, c'est vraiment d'arriver à une acquisition à la fin, parce qu'il y aura beaucoup de casse, et je reprends ton 1 sur 2 qui est assez révélateur, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à maximiser le nombre de cibles choisis si on veut vraiment réussir une acquisition. Ensuite, sur l'échange, il faut être très vigilant, il faut soigner son discours, il ne faut pas brusquer la cible selon les pays. En attaquant dès le premier échange, en demandant les niveaux de chiffre d'affaires, niveau d'EBITDA, il faut être vigilant, prudent, d'où la nécessité souvent d'être accompagné pour un petit peu plus lisser ce discours-là, et ensuite y aller par étapes, mais j'insiste vraiment sur le fait de soigner son approche et de réfléchir avant de se lancer, comme on ferait une acquisition en France. À l'étranger, c'est très très particulier. Peut-être juste sur la troisième étape, sur l'aspect valorisation, encore une fois, quand on négocie à l'étranger, il faut préparer son discours, il faut bien connaître les multiples de marché, il faut bien comprendre la notion d'EBITDA ajusté, qui sera très différente de l'EBITDA des comptes. Donc, ce n'est pas parce que vous allez recevoir les comptes d'une société que ça reflète la réalité du terrain. Au UK, par exemple, il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Donc, c'est vrai que l'EBITDA que vous verrez dans les comptes, ce n'est pas toujours l'EBITDA réel, parce qu'on fait passer plein de charges, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour réintégrer éventuellement tous ces coûts-là et pour que vous ayez une visibilité vraiment de l'EBITDA récurrent de la société. Ensuite, sur la rencontre, j'insiste là-dessus, je sais que tu en as parlé, c'est vraiment une histoire d'homme avant tout. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter au pays, il ne faut pas tout de suite rentrer trop vite dans les détails financiers. Il
c'est avant tout une aventure humaine, surtout si vous voulez garder l'équipe de managers sur place. Il faut aussi être dans un aspect de séduction, ce n'est pas uniquement dans un sens. Ensuite, voilà, sur l'aspect négociation, et peut-être que tu donneras d'autres leviers aussi. Sur la LOI, il faut être vraiment créatif, flexible sur les montages qu'on fait. Si on veut faire une acquisition, et encore une fois, se donner toutes les chances, il ne faut pas hésiter à trouver des modèles de structuration du prix. Voilà, des acquisitions progressives en termes de montée au capital, des acquisitions de temps, des earn-out qui permettent d'incentiver le management. Voilà, toutes ces choses un peu plus techniques dont on pourra parler après si vous avez des questions. Il ne faut pas hésiter à être créatif sur l'approche et pas uniquement être dans un modèle. Ensuite, peut-être sur le timing, je dirais qu'il faut être transparent sur votre calendrier interne, bien connaître vos process et être transparent surtout si vous vous faites accompagner pour ne pas perdre le temps de latence précieux pour faire valider une LOI, pour faire valider un prix. Ça, encore une fois, faut intégrer avant de se lancer que ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Et si on veut maximiser ces chances-là, il faut vraiment l'intégrer. Ensuite, je finirai sur la dernière étape avant de laisser la parole à Bernard sur la partie plutôt négociation et SPA. Encore une fois, il faut vraiment soigner son approche sur cette partie-là. Il ne faut pas hésiter à être prudent et à prendre son temps et à laisser, voilà, surtout les sociétés qui ne sont pas dans un processus de cession structurée dont tu parlais, qui sont très compétitifs, il ne faut pas hésiter à prendre le temps qu'il faut pour éduquer afin de maximiser ses chances de faire une transaction. Et sur l'aspect plutôt due diligence, SPA, je vais laisser la parole à Alexandre. Merci Alexandre, merci à tous. Donc écoutez, alors voilà, j'ai le comment à faire. Alors bon, c'est vrai que quand on a le monde entier, c'est pas évident d'avoir une approche globale pour quelque chose qui est quand même local. Mais et ce que je vous ai fait, c'est en fait une checklist assez exhaustive, mais je ne vais pas la passer en revue parce que je crois qu'elle fait une dizaine de pages. Elle avait été faite avec un de mes clients ETI françaises pour un projet en Indonésie. Donc, vous voyez, c'était un pays quand même pas qu'on connaît assez peu, qui est intéressant. Mais voilà, donc vous aurez en fait, vous regarderez ça tranquillement, mais je voudrais, vu le temps imparti, rentrer plutôt dans des grandes idées et aussi des anecdotes au passage. Donc, la première idée, c'est que quand même les acquisitions, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y en a une sur deux qui ne marche pas, que ce soit d'ailleurs interne ou externe, hein, ou international. Donc, comment les faire mieux marcher? En fait, à l'international, on voit que celle qui marche le mieux, c'est quand même quand les gens se connaissent déjà avant. Hein. Donc, l'acquisition de but en blanc, c'est assez rare. Il y a des pays où ça se fait pas. Et puis, quelque part, même si les gens ne se connaissent pas, on peut démarrer à 20% et puis monter en gamme, etc. La plus grosse acquisition sur laquelle j'ai été en charge, qui était l'acquisition de Rosebank par la Société Générale, deuxième banque russe. Ça a démarré à 10, puis 20, puis 50, puis 100. Et ce n'était pas gagné d'avance. Donc ça s'est fait progressivement et effectivement, au premier, ils ne se connaissaient pas. Mais généralement, on acquiert son distributeur, on acquiert quelqu'un qu'on a vu et à qui on commerce dans les salons, etc. C'est en fait l'aboutissement d'un processus qui commence souvent par un bureau de représentation, l'identification, etc. Et ce qui est souvent reproché aux entreprises françaises, il ne faut pas généraliser, hein, mais c'est d'être peut-être un peu trop pusillanime, aller un peu trop vite, pas faire son homework, etc. C'est ce que nous reprochent les Germaniques, les Suisses, les Japonais, enfin les gens qui sont dans un tempo un peu plus lent, mais parfois qui va piano bassano. On a beaucoup d'avantages aussi, on est plus spontané, plus rapide, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas faire du café de commerce, mais c'est un reproche qu'on entend souvent. Donc, se connaître, l'aboutissement d'un processus, souvent de la joint venture. Quand on ne se connaît pas, eh bien, il y a des earn-out, etc. pour, par exemple, un dossier avec une ETI en Chine ou dans l'agroalimentaire, ça a été acquis à 100%, les gens ne se connaissaient pas très bien, mais
malgré tout, il y avait un gros burn-out et l'équipe de gestion est restée. Voilà, donc on n'est pas quand même, c'est pas on remet les clés et puis ça marche tout seul. Deux points effectivement à souligner qui ont été rappelés. Donc la due diligence, là ce qui est très important, c'est de faire bien l'interface entre les conseils locaux et les équipes aussi de management local et le siège. C'est-à-dire que la due diligence, souvent, c'est dans la langue locale. Donc une due diligence en chinois, moi je laisse mes équipes en Chine la faire. J'ai pas, voilà. Mais malgré tout, il faut comprendre, il faut avoir bien compris au siège quels sont les grands classiques d'une due diligence en Chine. Je vous donne juste un exemple. Voilà, il y a toujours des problèmes, des tolérances sur les heures supplémentaires, sur les droits de douane, sur des choses comme ça, qui marchent très bien quand c'est un Chinois qui gère, ça se gère localement. Dès que l'étranger acquiert, on est à peu près sûr de se prendre des retours de bâton assez forts. Donc ça, déjà, dans toute due diligence chinoise, vous aurez les droits de douane et les heures supplémentaires. Tous ceux qui en ont fait savent de quoi je parle. Le deuxième, donc la due diligence, l'interface siège local, ça c'est la clé. Donc fait localement, mais pensé et surtout assimilé au siège. Et puis le deuxième point de réussite, bon, maintenant que juridique, hein, pas que les partenaires se connaissent, c'est le post-merger. Comme vous l'avez dit, c'est capital. Ce qui fait la réussite d'une acquisition, c'est de bien avoir planifié ces 100 jours, ou c'est 10 jours ou c'est 1000 jours, mais en tout cas avoir bien prévu l'intégration. Et là, je voudrais rappeler une petite anecdote d'un client japonais qui avait fait une acquisition en France. Bon, il dit, OK, je l'ai fait comme ça, j'ai voulu faire la smooth transition, donc voilà, j'ai laissé les équipes françaises gérer, etc. Mais maintenant, la deuxième acquisition que je ferai, je ne la ferai pas comme ça parce que si je laisse la culture, si je ne laisse pas ma culture d'entreprise, si je laisse le français donner sa culture d'entreprise, c'était dans le poisson congelé et l'autre après c'était dans la viande congelée, dans la logistique du froid. Bon bah voilà, ceux du poisson en France, bon bah va y avoir la culture du poisson, la culture de la viande et la culture de notre groupe, elle est où? Donc il faut vraiment être la deuxième acquisition qui ne s'est pas faite d'ailleurs aurait été menée à la française, c'est-à-dire avec le programme des 100 jours, intégration. Quand je dis à la française, c'est à l'interne, c'est-à-dire que les fusions entre deux Japonais, ça se passe aussi, ça peut se passer assez brutalement. Hein, c'est pas, voilà. Mais voilà, ça ne serait pas passé smooth parce qu'on ne peut pas. Dans la deuxième étape, il faut être beaucoup plus rigoureux et dire, bon ben voilà, les distributeurs, ça sera comme ci, les marques, ça sera, voilà, l'informatique, toujours un sujet qu'on oublie, hein, mais qui fait, selon un de mes clients, 10% du coût de l'acquisition, intégrer l'informatique. Voilà, enfin, bon, voilà, donc tout ça nécessite beaucoup de homework, nécessite un peu comment dire, d'ingénierie, d'échange avec ses conseils, qu'ils soient financiers, juridiques, fiscaux, etc. Et ça marche, en fait. C'est ça qui fait la croissance des entreprises. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si je finis. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Il y a des questions? Tout est clair. C'est clair. Pour les faire venir, peut-être bonjour, pour les faire venir des questions, tant que vous y réfléchissiez. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais sur la phase effectivement de chasse, j'enfonce le clou là-dessus en disant qu'il ne faut pas le faire seul. Donc, des due diligence, naturellement, des avocats, des conseils, mais surtout sur la phase de chasse, je pense que c'est très important de s'entourer aussi, parce que une vertu, ça met un écran entre l'acquéreur et le vendeur, ça facilite beaucoup, effectivement, finalement, les relations, parfois être trop en direct, quand il y a des barrières culturelles, même si c'est très proche de chez nous, en Italie, les barrières culturelles sont déjà très importantes. Les barrières culturelles, les barrières linguistiques, voilà,
peuvent être énormes et se faire accompagner parce que c'est un vrai travail de pro, je dirais de mener un process d'acquisition et c'est à notre sens absolument indispensable. Et en amont de ça, effectivement, la chasse, il n'y a rien de mieux, effectivement, quand on fait son programme de chasse, que déjà d'être accompagné par les gens qui vont mener effectivement ce conseil pendant l'acquisition. Comme ça, le conseil a bien le loisir, l'occasion de s'imprégner de la culture d'entreprise, de son projet et de la manière dont voilà, il va vouloir aussi négocier pour transmettre le meilleur de son projet. Un des secrets de la chasse, c'est de se mettre à la place du gibier quand même. Hein. C'est ça. Donc ça, on n'a pas tout à fait cette culture. Parfois dans les grandes écoles françaises, on est un peu trop, voilà, un peu trop didactique. Mais effectivement, l'Italie, c'est un bon exemple parce que bon, les Italiens nous aiment pas toujours. En réalité, Napoléon est passé par là et François Ier encore avant. Il ne faut pas oublier, par exemple, que quand Renault a acheté Nissan, c'était vraiment pour Nissan, ils auraient rêvé d'être achetés par Mercedes. Donc, il faut toujours que. Bon, ça a marché pendant longtemps, mais il a fallu que Renault soit séduisant auprès de Nissan. Et ils sont réussi, ils ont réussi au bout de quelques temps avant. Voilà. Et, pardon. Oui, bah ça, voilà, mais sur 20 ans, voilà. Oui, oui, là, voilà, ça va peut-être se terminer comme ça, on ne sait pas. Mais, voilà, mais donc, effectivement, il faut voir qu'on n'est pas forcément, les groupes français ne sont pas forcément, on est un outsider, parfois. Mais il y a des préjugés qui tendent à disparaître, mais effectivement, où les Allemands, c'est plus sérieux, où les Italiens, les Espagnols, n'aiment pas trop les groupes français, après aussi les Anglais ou les Allemands. Enfin, voilà. Finalement, avec les Japonais, ça ne marche pas si mal que ça, avec les Chinois, donc, pas mal non plus, généralement. Mais dans notre entourage proche, on a des choses à corriger chez nous aussi. Hein. Il y avait une petite question. Oui, c'est juste une remarque. La question, parfois ça marche bien, parfois ça. Bon, pour des raisons externes, hein, simplement, un COMEX, un actionnaire qui dit eh bien non, on va le faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est important, c'est de sortir proprement. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est d'avoir toujours en tête quand on sort, et qu'on dit bien, on arrête en possible rouge. C'est avoir l'idée, c'est qu'on va revenir peut-être 3 ans plus tard. Et si on sort mal, on ne revient plus. Et donc, ça, c'est très, très important de ménager sa arrière dans cette perspective de retour. J'ai vécu, il y a un groupe qui va l'accompagner, et il décide, on n'y va plus, et 3 ans plus tard, on y va. Et il n'y a plus de retour. Dans certains cas, on peut plus retourner. Et les pays ont la mémoire longue. Beaucoup plus long que ce que les groupes le font. Il faut soigner la relation. C'est vrai que il y a des relations personnelles qui font le ciment, et quand le personnel n'est plus là, le ciment, il ne faut pas qu'il tombe, il faut qu'il y ait d'autres personnels aussi, il faut qu'il y ait un substrat juridique aussi qui tienne. Voilà, mais quand on fait une JV, il faut toujours penser à la sortir. Bon, l'acquisition aussi, mais bon, normalement, c'est pour plus longtemps. Alors, il faut accompagner les entreprises qui sont indépendantes, majoritairement détenues par des personnes physiques ou des familles. C'est tout à fait sur des PME des ETI, donc jusqu'à 1,5, pour faire des acquisitions. Voilà, typiquement, les entreprises qu'on voit, c'est des acquisitions, des valorisations entre 10 et 250 millions d'euros pour les plus importants. En tant que ETI, en tant qu'actionnaire minoritaire, donc de ce qui devient la filiale à l'étranger, aux côtés des partenaires français. En association, ici on y tient beaucoup, souvent avec des partenaires locaux, que ce soit les cédants, que ce soit les dirigeants ou les deux. On est très très vigilant sur ce sujet. Oui, c'est tout secteur et toute géographie. Ce qu'on voit dans le
le cœur de cible effectivement des entreprises qu'on voit, c'est quand même des entreprises qui font entre 50 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui acquièrent des sociétés entre 10 et 50 millions de valeurs. Donc, je dirais des acquisitions qui commencent déjà à être assez structurantes et importantes par rapport à la taille de l'entreprise. Et ce qu'on a pu observer, alors il y a des phases, mais la moitié des projets qu'on a regardés, sur les 200 qu'on a regardés dans l'année qui vient de s'écouler, c'est vers les US, le Canada, le Mexique, donc accès, je dirais, au marché américain, un quart vers l'Europe de l'Est, donc encore une fois, pas dans une optique de délocalisation, mais d'implantation effectivement des réservoirs de croissance, notamment la Pologne, un pays qui attire beaucoup d'entreprises françaises, à juste titre. Et on a un réveil effectivement d'opérations en Asie, notamment en Chine, qui finalement, il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur la complexité à faire des affaires en Asie, mais je partage le point de vue de monsieur, par exemple sur la Chine, finalement c'est devenu assez normé, c'est assez professionnel. Le marché est très éduqué, donc on prend parfois moins de risques à faire une acquisition, par exemple au Brésil. Moi j'ai vu beaucoup d'échecs pour des raisons qui tiennent beaucoup à certains facteurs d'incertitude, que voilà, en Chine. En tout cas, on couvre tous les pays qui sont naturellement sur la liste noire du gouvernement français. Je voudrais rebondir, c'est tout à fait exact ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un process qui est quand même assez normé, les acquisitions au niveau international. Donc bien sûr, il y a des variations selon chaque pays, selon chaque culture, etc. Il y a des tendances, mais il faut avoir l'idée qu'Alexandre a exprimée dans son tableau. Il y a des étapes obligatoires et ça va se passer. Voilà, il faut enlever les grains de sable au fur et à mesure qu'ils risquent de s'accumuler et de faire du gravier et de faire dérailler le train. Mais le train, il passe toujours par une certaine ligne. Il ne passe pas, donc, il faut se mettre dans la norme. Et les internationaux, enfin les étrangers, qui sont dans la norme, ils trouveront, on gagnera en estime. On va essayer de faire ça trop à notre manière. Peut-être un petit message d'actualité par rapport à tout ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore avec le Covid, etc. Nous, notre analyse chez BPI au fond de l'EDOP, c'est qu'il va y avoir des opportunités à l'étranger, notamment pour des entreprises indépendantes qui avaient déjà des beaux bilans avant que la crise n'arrive et qui finalement s'en sortent pas mal, à renfort effectivement de PGE qui ont été faits par précaution pour gérer le gros temps, etc. On pense que les entreprises françaises font partie des mieux placées pour saisir des opportunités à l'étranger. Et on encourage les entreprises familiales notamment à le faire, ce qui n'est pas forcément un naturel du contexte et en général à aller de l'avant justement. Donc à dire c'est finalement n'attendons pas que la reprise, que les valorisations repartent significativement à la hausse pour y aller. Parce que alors, on a fait plusieurs fois l'exercice avec Mathieu de préparer des missions de chasse et on le voit faire une mission de chasse, c'est en gros il faut 3-4 mois en fait pour que ça démarre, parce qu'il faut se connaître, il faut se rencontrer, il faut faire le profil de ce qu'on cherche, quel pays on cherche, il faut qu'on se mette en relation avec les gens là-bas, parce que c'est le contact local qui parle la langue et qui va aller aux gens des entreprises pour trouver les entreprises, prendre le contact, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc finalement, on va faire une acquisition début 2021, il y a déjà très très dirigé aujourd'hui de faire un il faut comprendre qu'après, il faut que les choses sont plus complexes parce qu'on va voyager. Néanmoins, il y a des champs, il y a des transactions effectivement qui sont planches. Le MBA, les deux aussi, il y a un article dans les échos aujourd'hui qui montre que les opérations cross-border finalement reprennent du volume. Les évaluations sont toujours aussi en force. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, il y a beaucoup de préparation en amont, donc quand les frontières se révèlent, on a franchement des polices en amont,
il faudrait qu'on mesure aussi la richesse, sinon un an avant de le faire. Et ce n'est pas forcément quelque chose que les entreprises françaises ont en tête. Elles se disent, non, j'attends de voir comment ça se passe, etc. Mais c'est maintenant. Il y a des entreprises qui aujourd'hui, dans d'autres pays, sont plus en difficulté, notamment aux US, parce qu'il y a moins d'aide. Et là-bas, c'est assez militaire. Si vous n'avez pas soutenu, vous trouvez une solution d'avancement industriel. On a pas mal d'entreprises françaises qui avaient des discussions, qui avaient été interrompues, qui les reprennent et qui vont à l'assaut, entre guillemets, de sociétés qui ne sont pas structurellement en difficulté, mais qui ont une mauvaise passe à cause de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, dans ces cas-là, on peut clore la séance, sauf si vous avez un dernier mot, Bernard. On finit avec un avocat. Non, mais juste pour abonder dans le sens de la dernière intervention, je crois qu'effectivement, les entreprises familiales françaises sont peut-être parfois moins sous contrainte boursière ou de stratégie ou autre, donc peut-être plus ouvertes à une acquisition dans une phase où les gens ou d'autres entreprises, enfin, j'ai des entreprises japonaises par exemple en tête, qui auraient été des acquéreurs naturels en France, et bon là, ils se disent voilà, j'y vais pas parce que je dois me recentrer sur mon business. Donc peut-être que les Français sont plus audacieux là-dessus. Ça, c'est peut-être, espérons-le, parce qu'il y a quand même des acquisitions à faire. Merci à tous.